Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci Bonsoir. d'être fidèle à nos webinaires. On est très heureux de vous avoir encore une fois ce soir parmi nous et nous allons parler de l'insuffisance cardiaque. Quelles sont les nouveautés avec Ludovic Appert, Ludovic qui est cardiologue à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Et Saint-Philibert Ludovic aussi. et Saint-Philibert Mm, aussi, mais surtout il mm. est basé plutôt sur Alors, Saint-Vincent, mais il participe à Saint-Philibert également. mm, Alors, merci Ludovic d'être présent avec parmi plaisir. nous. Alors, on va te donner la parole. Comme je vous ai dit tous, alors, comme on fait d'habitude, vous n'hésitez surtout pas de poser vos questions au fur et à mesure du chat. Et comme ça, on peut reprendre les échanges rapidement derrière. Et je me permettrai, je vous rappellerai en fin de soirée que le samedi 26 mars, nous serons en présentiel sur un sujet de chirurgie, de la lithiase rénale, la robotique, la sigmoïdite diverticulaire, la radiologie interventionnelle et un petit peu de juridique. Voilà, alors vous bloquez votre samedi matin le 26 et après, il y aura une surprise. Je vous dirai la surprise, c'est qu'il y aura la visite, comme vous le savez bien, que Saint-Philibert, elle est en train de se retaper en beauté. Et il y a des nouveaux blocs opératoires et tout est en train de se refaire. Il y aura un pot qui sera organisé dans les nouveaux blocs et vous aurez des super jouets. Vous pouvez venir avec enfants, petits-enfants, ils auront des robots pour jouer avec. Voilà, Ludovic, c'est à toi. Mm. Je te remercie beaucoup d'être avec nous Eh ce ben, bonsoir soir. Charles, Et merci. l'insuffisance cardiaque. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour cette soirée et je me réjouis que vous ayez choisi de passer cette soirée avec nous et non pas avec la Champions League et huitième de finale. On a une pensée pour eux. Donc je suis le docteur Ludovic Appert, je suis cardiologue à Saint-Philibert et Saint-Vincent-de-Paul. Je fais 4 jours à Saint-Vincent-de-Paul et une journée à Saint-Philibert. Et on va parler ce soir d'insuffisance cardiaque, ou plutôt des insuffisances cardiaques, car vous savez que la maladie, il y a beaucoup d'expressions de cette maladie, et à chaque expression, il y a un traitement différent. Et donc voilà, il est plus adapté de parler des insuffisances cardiaques. Il y a eu beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles études sur ces 2 dernières années. Vous en avez sûrement entendu parler, mais du coup, c'est l'occasion de faire un point sur ces nouvelles recommandations et ces nouvelles prises en charge qui apparaissent pour l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie complexe, mais globalement, c'est une voiture en panne. Et il faut la réparer. Le problème, il peut venir d'un peu n'importe où, du moteur, de n'importe quel composant. Et notre boulot à nous, c'est un peu un boulot de mécanicien, c'est de retrouver le problème à l'origine de la panne. Et c'est en réparant ce problème. Est-ce que c'est la valve qui est malade? Est-ce que c'est les artères coronaires qui sont malades? Est-ce que c'est le péricarde? Est-ce que c'est un trouble du rythme? Est-ce que c'est... Enfin voilà, quel que soit le problème, il faut qu'on identifie ce problème pour que la voiture puisse redémarrer. Donc, il y avait déjà des recommandations en 2016 qui étaient très bien faites de la Société européenne de cardiologie. Elles ont été réactualisées en 2021, ce qui est un délai assez, enfin, pas très long, assez court, parce qu'il y a eu des nouvelles études qui ont mis en évidence de nouvelles choses, et on va en parler ce soir. On refait le point sur une dyspnée chronique, ça c'est des choses que vous savez déjà, mais les recommandations ont bien insisté dessus. Bien sûr, on peut penser au cœur, mais il n'y a pas que le cœur, il y a les poumons, donc ça peut être une dyspnée d'origine respiratoire, et donc on va demander des antécédents respiratoires, une radiothorax et faire des épreuves fonctionnelles respiratoires. On pense également à l'anémie, on l'élimine facilement en faisant une NFS, et puis si c'est pas respiratoire et si c'est pas de l'anémie, on peut effectivement penser au cœur. Il y a 2 grandes causes, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance coronaire. Souvent, l'insuffisance coronaire, on a des douleurs thoraciques, mais parfois, ça peut être un peu masqué, et l'insuffisance coronaire peut également, sans douleur thoracique, donner un essoufflement. Donc, on pense à cet algorithme quand on a une dyspnée, et on aime bien avoir dans nos consultations de cardiologie des gens qui sont adressés pour dyspnée et qui ont déjà eu une radiothorax et une NUM, juste voilà, un bilan vraiment très simple de débrouillage pour s'orienter ensuite vers le cœur. Ensuite, il y a quand même des éléments qui vont nous mettre sur la voie de l'insuffisance cardiaque. Déjà, le terrain. On va demander s'il y a eu des antécédents d'insuffisance cardiaque, qui a fait de l'insuffisance cardiaque, refera de l'insuffisance cardiaque, et donc c'est important de poser la question. Et ensuite, on a des terrains particuliers qui vont abîmer le cœur. C'est effectivement, si on a un terrain familial d'insuffisance cardiaque, le diagnostic va être plus évident. Si on a des facteurs du risque cardiovasculaire qui peuvent abîmer les artères coronaires, on peut faire l'insuffisance cardiaque. L'alcool, vous savez que ça a un effet toxique direct sur le cœur, ça dilate et ça fragilise le cœur, et donc on va demander la consommation d'alcool. Donc on part de là. Ensuite, l'essoufflement, on va essayer de caractériser
cliniquement cet essoufflement. L'orthopnée, c'est quelque chose qui arrive assez tardivement, mais c'est assez spécifique de la maladie. Donc c'est le fait d'être essoufflé en position allongée et non pas en position assise. Donc si on a ce signe-là, effectivement, ça oriente bien vers l'insuffisance cardiaque. La tachycardie est un mécanisme d'adaptation très précoce dans l'insuffisance cardiaque, et c'est un signe assez bon, mais bien sûr, c'est pas spécifique, mais c'est assez sensible. Et puis les signes d'insuffisance cardiaque droite, faut prendre l'habitude de les rechercher, on va voir juste après, mais c'est les œdèmes des membres inférieurs, vous les connaissez, qui prennent le godet, euh, associés à une turgescence de la veine jugulaire. Effectivement, si on a ces signaux-là, en plus de l'essoufflement, ça nous oriente vraiment pour l'insuffisance cardiaque. Et ensuite, il y a vraiment un examen clé, que vous connaissez également, mais qui est vraiment important à doser, c'est le dosage du BNP. Vous avez quelqu'un qui est essoufflé, ça fait quelques semaines, quelques mois, vous vous demandez si c'est pas le cœur. Eh bien, avant même de demander la consultation de cardiologie, avant de demander l'échographie du cœur, demander un BNP, c'est un très bon examen, c'est très sensible, et puis plus ça va être élevé, plus ça va être spécifique. Et donc le BNP, c'est vraiment un marqueur c'est un marqueur précieux, on s'en sert beaucoup, et qu'il faut penser à demander sur un bilan de dyspnée. Ces photos pour vous montrer un œdème des membres inférieurs, vous voyez en haut à gauche, on appuie dessus, ça prend le godet, donc ça c'est assez spécifique de l'insuffisance cardiaque. Si on a ça, on peut demander une protéinurie pour être sûr que ce soit pas néphrotique, ou un bilan hépatique pour l'insuffisance hépatocellulaire. Mais Et donc m'envoyer du écrit. vous nous entendez? Ça va? Ouais. À droite, on a une belle turgescence de la veine jugulaire, et puis en bas, on a la recherche d'un reflux hépatojugulaire. En regardant la jugulaire et en appuyant sur le foie, si on a un reflux, c'est un petit signe en faveur de l'insuffisance cardiaque droite. Un petit mot d'épidémiologie, car on est de plus en plus confronté, et ça va être une épidémie d'insuffisance cardiaque, car la population vieillit, la population est de plus en plus diabétique, la population est de plus en plus obèse, et ce sont tous les trois des facteurs de risque d'insuffisance cardiaque, et donc on sait qu'on va au-devant de plus en plus d'insuffisance cardiaque. Là, actuellement, c'est environ 1 à 2% de la population générale, ce qui est beaucoup, et c'est plus de 10% des plus de 70 ans, ce qui est vraiment beaucoup. Ça coûte cher parce que lorsque l'on fait l'insuffisance cardiaque, on est fréquemment hospitalisé et on est fréquemment réhospitalisé. En moyenne, une durée séjour d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, c'est 5 à 7 jours, donc c'est beaucoup, et on est hospitalisé souvent plusieurs fois dans l'année, et donc voilà, donc c'est vraiment une problématique qui est au premier plan de la Haute Autorité de Santé pour arriver à améliorer ça et diminuer l'incidence et la prévalence de l'insuffisance cardiaque. Et donc on sait que dans les 5 prochaines années, il y aura 25% de plus d'augmentation de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est vraiment une préoccupation majeure. Et associé à ça, la mortalité d'un insuffisance cardiaque, c'est 50% à 5 ans, c'est vraiment beaucoup. C'est pire d'être atteint d'insuffisance cardiaque que d'être atteint d'un cancer du sein, par exemple, ou d'être atteint d'un lymphome. La mortalité est pire. Et donc, il ne faut pas banaliser ce risque d'insuffisance cardiaque, ce pronostic de l'insuffisance cardiaque. Et vraiment, il faut... on passe du temps avec les patients pour leur expliquer que c'est une maladie qui est préoccupante et donc il faut s'occuper. On a des médicaments qui vont aider les choses, mais clairement, il ne faut pas banaliser. Même une petite poussée d'insuffisance cardiaque, c'est toujours une insuffisance cardiaque et ça reste un pronostic qui est globalement délétère. Les causes, alors ça c'est une nouveauté récente. Maintenant, on a un peu changé le cut-off de la FEVG. La FEVG, c'est fraction d'éjection ventriculaire gauche. Pourquoi on en parle? Parce que à chaque FEVG correspond un traitement particulier. On ne traite pas une FEVG à moins de 40% comme on traite une FEVG à 50%. Donc c'est à la fois un outil diagnostique, mais c'est aussi un outil thérapeutique important. Donc c'est pour ça qu'on classe les gens en fonction de la FEVG, parce que qui dit FEVG à moins de 40% va appeler un certain traitement, qui dit FEVG à plus de 50% va appeler un traitement complètement différent. Et donc c'est vraiment important de se baser là-dessus. C'est un critère qui est très simple, mais qui permet d'orienter tout de suite le traitement. Donc FEVG à moins de 41%, on parle de FEVG altéré. Avant, le cutoff était à 35%, on a un petit peu relevé, en fait c'est 40% et moins, c'est la FEVG altérée. Entre les deux, avant, on disait, c'était une zone grise, on disait FEVG intermédiaire, on disait ça. Maintenant, on parle de FEVG modérément altéré. Dans la sémantique, il y a le mot altéré qui revient. Ça veut dire qu'en fait, on traite les FEVG modérément altérés un peu comme on traite les FEVG altérés, mais vous verrez que le niveau de preuve est un peu moins important. Donc, c'est important dans cette sémantique, entre 40 et 50%, c'est plus intermédiaire maintenant, c'est modérément altéré. Ça les met un peu plus du côté de l'altéré. Et après, FEVG plus de 50%, c'est FEVG préservé. Donc, il y a beaucoup de causes d'insuffisance cardiaque. On va les passer parce que finalement, ce qui est plus important, c'est juste retenir, là vous avez un condensé des causes d'insuffisance cardiaque. Globalement, ça c'est le minimum qu'il faut savoir. Moins de 40% ischémique, c'est les artères coronaires, donc on leur fera toujours une coronarographie. Alcool, c'est important toujours de demander la consommation quotidienne à partir de 3
unités par jour d'alcool, on considère qu'il peut y avoir un effet toxique sur le cœur. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, je leur dis à chaque fois ça, parce que la bonne nouvelle, c'est que s'ils arrêtent la consommation d'alcool, il y a un phénomène de réversion qui est possible. Le cœur peut reprendre une taille normale et peut reprendre une fonction normale. Donc c'est vraiment important de leur dire que lorsqu'ils arrêtent la consommation d'alcool, ils peuvent espérer avoir une récupération ad intégrum de la fonction cardiaque. Donc ischémique et alcool, c'est deux principales causes de moins de 40%. Plus de 50%, c'est la fameuse HFNEF, c'est l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, on va en dire un petit mot juste après, beaucoup plus compliqué. Et puis l'amylose, dont on parle de plus en plus et dont on parlera également tout à l'heure. Donc FEVG plus de 50%, HFNEF, insuffisance cardiaque avec FEVG préservée et amylose. Et puis vous voyez qu'entre les deux, entre 40 et 50%, c'est un recoupement de voilà, c'est à cheval entre les deux grandes classes étiologiques d'insuffisance cardiaque. Donc cette fameuse HFNEF ou HFPEF, c'est insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est compliqué, c'est très hétérogène, c'est un groupe très hétérogène d'insuffisance cardiaque, c'est pour ça que c'est pas évident. C'est l'aboutissement, faut imaginer que c'est comme si c'était un confluent d'une conséquence d'une génétique délétère, d'un âge, d'un diabète, d'une insuffisance rénale chronique, d'une apnée du sommeil, de fibrillation atriale, d'amylose, de coronaropathie, tout ça à des degrés divers et qui peuvent, au bout d'un moment, aboutir à un trouble. À la base, c'est vraiment un trouble de la relaxation du ventricule gauche. C'est-à-dire que le ventricule gauche va se contracter à peu près correctement, mais il va se relâcher comme une crampe. Il va mal se relâcher. Et ça va mener à terme à une élévation des pressions de remplissage et puis un trouble de la compliance du ventricule et un essoufflement et l'insuffisance cardiaque. Le pronostic de ce type d'insuffisance cardiaque, il est aussi mauvais que lorsqu'on a une FEVG altérée. Donc c'est tout aussi sérieux et il faut vraiment s'en occuper. Donc la définition elle est plus compliquée parce qu'en écho c'est plus compliqué, on a une FEVG préservée donc c'est moins évident, mais par contre peut avoir d'autres signes, il faut être vigilant, l'oreillette gauche dilatée, une hypertension pulmonaire, donc en écho c'est un peu plus compliqué, et donc on va avoir des signes cliniques, une écho évocatrice et puis des BNP qui vont être élevés. Lorsqu'on va avoir tout ça, on va dire bon, il rentre dans la case d'insuffisance cardiaque FEVG préservée. Le pronostic est aussi mauvais. Jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y avait aucun traitement spécifique. Maintenant, lorsqu'on dépiste une amylose, on peut les traiter. Et lorsqu'on sait que les gens sont diabétiques, on a aussi des nouvelles molécules. On va voir ça juste après. Et donc, on se résumait jusqu'à présent à prendre en charge les comorbidités qui sont des facteurs aggravants, qui peuvent aggraver l'évolution de la maladie, qui peuvent aggraver les récurrences de la maladie. Donc l'apnée du sommeil, l'hypertension artérielle. Donc il faut corriger une apnée du sommeil, il faut essayer d'équilibrer une hypertension artérielle, il faut corriger une fibrillation atriale, il faut revasculariser des artères coronaires, faut mettre des mesures de néphroprotection, faut équilibrer un diabète, toutes ces choses-là dont on sait que ça peut, que ça aboutit à l'insuffisance cardiaque, il faut essayer de les équilibrer au mieux qu'on peut pour freiner l'évolution de la maladie, mais vous voyez bien qu'on n'arrive pas à traiter le cœur du problème. Le BNP et le NT-proBNP, je vous en ai déjà parlé, donc vous le connaissez, hein, c'est des marqueurs clés et très importants dans l'insuffisance cardiaque. Ils ont un rôle diagnostique et pronostic. C'est-à-dire que plus c'est élevé, plus on est sûr du diagnostic, et moins c'est bon et moins c'est pronostic. Donc, vous avez quelqu'un qui est essoufflé, vous allez demander un BNP à valeur diagnostique. Est-ce qu'il fait l'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il ne fait pas d'insuffisance cardiaque? Si le BNP est à moins de 100, ou même moins de 50 d'après les recommandations, et si le NT-proBNP est à moins de 400, vous êtes à peu près tranquille, votre patient il fait pas d'insuffisance cardiaque. Et puis, s'il fait plus de 300 pour le BNP et plus de 1000 pour le NT-proBNP, c'est très probable qu'il fasse de l'insuffisance cardiaque. Et puis, si c'est entre les deux, c'est comme toujours en médecine, c'est un peu une zone grise et puis il faut s'aider d'autres marqueurs. Plus ça va être élevé, je vous ai dit, plus on est sûr du diagnostic. Donc, par exemple, vous faites un BNP, vous tombez sur 1000, ou vous faites un NT-proBNP, vous tombez sur 5000, vous êtes sûr qu'il fait de l'insuffisance cardiaque. Et en plus, c'est aussi associé à un pronostic moins bon. Vous savez que votre patient va être plus grave que s'il avait un BNP qui était un peu plus bas. Alors ça c'est vrai, mais finalement ce qui est important aussi c'est l'évolution dans le temps. Donc, les patients, ils rentrent en hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque, ils vont avoir un BNP par exemple à 1500, on va faire oulala, c'est très élevé, il va être grave, vous allez faire une écho, il a moins de 30% de fraction d'éjection, puis finalement avec la revascularisation coronaire, la mise en place du traitement de fond de l'insuffisance cardiaque, votre BNP il va baisser. Et puis votre BNP, il va faire 1500, puis 700, puis finalement votre patient il va sortir de l'hôpital avec un BNP à 200. Et ça, c'est de très bons pronostics. Plus le BNP va diminuer lors de l'hospitalisation ou lors de la prise en charge qui va être faite ensuite, et meilleur le pronostic il est. Donc ça, c'est vraiment un indice qui est important. Et nous, après, on s'en sert à chaque consultation de cardiologie pour l'insuffisance cardiaque. On va redoser des BNP. Donc on les fait tous les 3 mois au début, puis après on espace à tous les 6 mois, tous les 1 an en fonction de la stabilité. On va étager les BNP. Mais un BNP qui diminue dans le temps,
c'est quelqu'un qui va bien aller. On sait que si son BNP diminue, il va pas être réhospitalisé pour l'insuffisance cardiaque. À l'inverse, si son BNP, il rentre à l'hôpital avec 1000, il ressort avec 1000, ce patient-là, vous avez vraiment un drapeau orange là qui flotte et qui vous dit ce patient-là, attention, il risque de refaire dans le mois ou dans les 3 mois qui arrivent un nouvel épisode d'insuffisance cardiaque. Et donc c'est un patient, donc il faut vraiment être vigilant, lui rappeler les signes de l'insuffisance cardiaque et lui dire attention, si jamais vous êtes essoufflé, prévenez-moi, si vous prenez du poids, prévenez-moi. On va voir ça juste après. Donc le BNP, il a vraiment une valeur pronostique et on y fait vraiment attention. Les dédimères, juste un mot, dans l'insuffisance cardiaque, il n'y a pas tellement d'intérêt. C'est vraiment dans la maladie veineuse thromboembolique, que ce soit thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire, mais dans l'insuffisance cardiaque, on ne s'en sert pas. Ça, c'est une petite fiche que l'on remet à tous les patients qui sont hospitalisés pour de l'insuffisance cardiaque. Donc, une espèce de fiche, vous voyez, assez simple, où on reprend le type de la cardiopathie, on met le médecin, le cardiologue référent de l'insuffisance cardiaque, vous voyez le type de cardiopathie de manière très simple, FE basse, FE modérément altéré ou FE préservé, et puis surtout on met les critères à la sortie. Et ce qui est important, vous voyez, notamment le BNP, on va bien mettre le BNP d'entrée, le BNP de sortie. Si vous voyez qu'il passe de 1000 à 200, vous dites, ah, votre patient, il est sur les bons rails, a priori il va bien aller. S'il reste à 1000, à la sortie, vous dites « Ah, attention, ce patient, a priori, il risque de décompenser ». Donc vraiment des choses simples. Et pareil, on fait attention à la dose de l'Azilix. Normalement, un patient qui rentre pour l'insuffisance cardiaque, s'il avait 20 mg de l'Azilix à l'entrée, il va ressortir avec 40. S'il avait 60 mg à l'entrée, il va ressortir avec 80, 120. Mais normalement, il ne doit pas ressortir avec une dose de l'Azilix inférieure. Sinon, c'est qu'il y a eu un petit souci. Et il faut bien regarder, se demander s'il n'a pas fait une insuffisance rénale aiguë, s'il n'y a pas eu un problème, ou si c'est pas juste un oubli, quoi. Donc normalement, quelqu'un qui rentre pour l'insuffisance cardiaque, il va avoir une dose de l'Azilix qui est plus importante à la sortie qu'à l'entrée. Et vous voyez qu'on a mis systématiquement une consultation avec le médecin traitant dans les 7 jours. Ça, c'est important. On essaye à Saint-Vincent-de-Paul de prendre systématiquement le rendez-vous avec vous lorsque les patients sortent, qu'ils aient tout de suite le rendez-vous avec vous, parce que c'est une consultation qui est fondamentale. Le cardiologue, il doit être revu dans 1 mois, et vous voyez qu'on inclut en télécardio, oui ou non, on va en dire un petit mot aussi juste après. Il y a 2 grands types de traitements dans l'insuffisance cardiaque. Le premier traitement, donc on va considérer que notre patient insuffisant cardiaque, c'est notre montgolfière qui se balade. Et puis, pour une raison ou une autre, voilà, il y a un souci sur cette montgolfière, il y a un trou au niveau de votre ballon, donc c'est votre cœur qui commence à défaillir. Et ben la montgolfière, elle va commencer à perdre de l'altitude. Donc là, la possibilité qu'on a, c'est un traitement symptomatique, on lâche du lest, on fait perdre du poids. Ça ne traite pas la cause, mais effectivement, ça permet de se maintenir un peu en altitude plus longtemps que prévu. Donc ça, c'est le rôle des diurétiques. Les diurétiques, ça marche bien. Ça marche très bien sur la congestion. Ça diminue l'inflation hydrosodée, ça améliore les symptômes, on est moins essoufflé, on perd des œdèmes, on perd du poids. Ça diminue la récurrence d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc c'est bien, c'est systématique, c'est obligatoire pour tout type d'insuffisance cardiaque, FE basse, FE intermédiaire ou FE préservé, on met des diurétiques. Mais vous comprenez bien que les diurétiques, c'est pas ça qui va traiter le ballon, c'est pas ça qui va traiter le problème. Et que si on traite pas le problème, l'insuffisance cardiaque, elle va revenir un jour ou l'autre. Et donc ça, c'est le premier traitement. Il n'y a pas d'effet sur la mortalité globale. Les gens vont pas moins mourir si vous mettez des diurétiques, ils vont aller mieux, mais ils vont pas moins mourir. Ce qui va marcher, ça va être de prendre en charge, ça va être de réparer le problème, donc de l'identifier. Donc ça peut prendre du temps. Et il faut identifier, est-ce que c'est les artères coronaires, est-ce que c'est une valve qui est malade, est-ce que c'est une FE basse, est-ce que c'est une amylose, et donc dans ce cas-là, on va adapter le traitement en fonction de ce type de la cardiopathie. Donc nous, dans notre raisonnement, on va toujours revenir à pourquoi le cœur dysfonctionne et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Avant, la FEVG altérée, c'était moins de 35%, maintenant vous voyez, c'est passé à 41%, donc vous voyez un compte rendu, vous voyez FE 35%, hop, ok, c'est une FEVG altérée. C'est, si vous voulez, c'est même systématique. Maintenant, c'est une quadrithérapie comme traitement. Avant, c'était une trithérapie, vous savez, c'était bêta-bloquant, IEC, anti-aldostérone. Maintenant, c'est une quadrithérapie. Et c'est vraiment, c'est un niveau de recommandation qui est vraiment très important. Si vous voulez, c'est aussi important de mettre une quadrithérapie dans la FE basse que de mettre des antibiotiques dans une méningique à méningocoque. Si vous voulez, c'est un peu le même niveau de preuve. C'est-à-dire que les études, elles sont tellement fortes, elles sont tellement robustes, il y a tellement de patients qui ont été inclus là-dedans que c'est pas possible de ne pas les proposer. Donc c'est les bêta-bloquants, c'est le bisoprolol, c'est le nebivolol, IEC ou ARA2, c'est plutôt IEC qu'on met en première intention, et puis ensuite on met l'Entresto, vous savez, qui est l'association de valsartan et de sacubitril, qui marche très bien, mais qui est hypotenseur. C'est plutôt une prescription de cardiologue. L'Entresto, c'est compliqué pour le médecin traitant d'introduire cette molécule-là. L'aldactone, donc ça c'est une trithérapie, c'était ce qu'il y avait jusqu'à présent, bêta-bloquant, IEC ou Entresto, plus aldactone. Et puis les dernières recommandations 2021,
On a rajouté cette classe, la dapagliflozine et l'empagliflozine, que vous avez dû en entendre parler pour le diabète, qui sont des glyphosines, des inhibiteurs du SGLT2, qui ont vraiment, au départ, ce sont des molécules qui ont été designées pour le diabète. Ça augmente la glycosurie. Alors, c'est pas hypoglycémiant en tant que tel. Lorsque c'est associé aux sulfamides et à l'insuline, c'est hypoglycémiant. Mais lorsque vous n'avez pas de sulfamide ou d'insuline, vous n'induisez pas d'hypoglycémie avec ces molécules-là. Et donc, on s'est rendu compte sur les études que en fait, ça marchait très bien pour l'insuffisance cardiaque. Et il y a eu plusieurs, donc au moins 2 études randomisées avec incluant chacune au moins 5000 patients dans chaque bras, placebo versus dapagliflozine. Et le résultat était sans appel. Il y a une nette diminution de la mortalité cardiovasculaire, même mortalité toute cause, avec ces molécules-là versus le placebo. Et donc d'emblée, vous voyez que le niveau de recommandation c'est 1A, c'est le plus haut niveau de preuve, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux pour introduire ces molécules. C'est-à-dire que si on ne met pas ces molécules, si on n'essaye pas de mettre ces molécules lorsqu'on a une FE basse, c'est presque une faute. Donc il faut vraiment essayer à chaque fois de mettre ces 4 molécules. Donc maintenant, avant, on ne savait pas très bien s'il fallait d'abord monter tous les bêta-bloquants, puis ensuite, un mois après, commencer les IEC, puis un mois après, commencer l'aldactone. Maintenant, on sait que plutôt non. Maintenant, on introduit tout, on essaie de tout introduire en même temps, mais à la plus petite dose. On va essayer de mettre les gens sous bisoprolol à 25, plus ramipril à 25, plus aldactone 12,5, et puis ensuite, essayer de monter les unes par les autres. Mais en tout cas, on va essayer d'avoir d'emblée, d'essayer d'avoir l'effet des 4 molécules qui est un peu synergique pour améliorer les choses. Donc nous, les gens, une fois qu'on fait le diagnostic d'insuffisance cardiaque à FE basse, on les revoit tous les 15 jours, ça prend du temps, mais il faut le faire, tous les 15 jours pour incrémenter progressivement chacune de ces molécules en vérifiant la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la tolérance de ces molécules-là. Donc ça, c'est le traitement médicamenteux. Vous voyez, c'est très solide, c'est une quadrithérapie de l'insuffisance cardiaque avec une FEVG basse. Et puis ensuite, on a d'autres choses qu'il faut faire. Maintenant, c'est aussi un haut niveau de preuve, un 2A, c'est un haut niveau de preuve. On supplémente en fer la carence martiale, parce que le fer, c'est un élément qui est clé dans la contraction myocardique. Et donc, il y a des études robustes qui ont montré que lorsqu'on avait une carence martiale et une FEVG basse, eh ben, on était moins bien que lorsqu'on supplémentait. Donc maintenant, on doit supplémenter systématiquement. Si on a une ferritine basse ou un coefficient de saturation altéré, on doit supplémenter par fer injecte. Ensuite, ça c'est des choses que vous connaissez, il n'y a pas d'évolution. S'il y a un bloc de branche gauche, il faut resynchroniser, c'est un haut niveau de preuve. Il faut faire la réadaptation cardiovasculaire systématiquement. Et puis bien sûr, si ces mesures-là ne marchent pas, que le cœur reste avec une FEVG altérée et que les gens sont essoufflés, il faut envisager une greffe cardiaque ou une assistance circulatoire. Ça c'est si l'état général le permet, si les gens ont moins de 65 ans, enfin voilà, il y a plein de critères, mais en tout cas on a toujours ça également à l'esprit. Ensuite, la FEVG a modérément altéré. Donc, comme je vous avais dit, c'est le même principe, c'est une quadrithérapie. Mais là, le niveau de preuve, vous voyez, c'est un peu plus clair, il est beaucoup moins important. On est à du 2BC, donc c'est un niveau de preuve qui est plutôt bas. Donc maintenant, on dit qu'on peut introduire ces molécules-là. Si on ne les introduit pas, c'est pas une faute. On est moins certain de nous, mais on pense que plutôt, c'est une recommandation, c'est les experts, on va dire, c'est les experts qui disent ça, mais c'est pas des grandes études randomisées contre placebo en double aveugle qui ont prouvé ça. Mais en tout cas, on peut le faire, et souvent, nous, maintenant, on essaie de le faire. FEVG à moins de 50%, on essaye de mettre bêta-bloquant, aldactone, en IEC ou dapagliflozine, d'accord? Avec le même principe pour la titration. La supplémentation par fer injecte, ça n'a pas montré ses preuves, ça n'a pas été fait, donc on ne fait pas. La resynchronisation cardiaque, c'est que en cas de FEVG altéré, donc ça on ne fait pas non plus. Par contre, on peut toujours faire une réadaptation cardiaque, et puis bien sûr, si les gens ne vont pas bien, évoluent mal, on peut toujours penser à la greffe cardiaque en tout cas, s'ils sont éligibles. Et ensuite, la FEVG préservée, ce qui regroupe au moins 50% de tous les types d'insuffisance cardiaque. Et lorsqu'on parle de l'épidémiologie d'insuffisance cardiaque qui va augmenter de 25% sur les 5 ans, c'est surtout aux dépens de cette FEVG préservée. Les sujets âgés, les diabétiques, qui développent plus de FEVG préservée que de FEVG altérée. Et donc, cette catégorie-là, on va l'avoir de plus en plus. Jusqu'à présent, on avait 0 thérapie sur la mortalité. Comme je vous disais, quand on a une FEVG préservée, on met des diurétiques et puis on traite les comorbidités. On traite l'apnée du sommeil, on traite les respirations, les coronaropathies, le diabète, mais finalement pour le cœur intrinsèque, on n'avait pas de traitement traité. Maintenant, on a 2 exceptions. La première, c'est le diabète de type 2, avec toujours ces mêmes molécules, ces fameux inhibiteurs du SGLT2, donc la dapagliflozine et l'empagliflozine,
qui sont des molécules qui ont donc montré un bénéfice, y compris dans la FEVG préservée. On a des belles études là-dessus qui ont montré un bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire et sur la diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc quand les gens ont de l'insuffisance cardiaque et qui sont diabétiques, même avec une FEVG préservée, on peut mettre les inhibiteurs du SGLT2. Et puis la deuxième exception, c'est l'amylose. L'amylose à transthyrétine, on va en dire un petit mot. Et là, le traitement, c'est le tafamidis. Vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est le Vyndaqel, le nom commercial. Un médicament qui vaut cher, mais qui diminue également la mortalité. Donc, ce sont les deux seules molécules qui ont montré une diminution de mortalité en cas de FEVG préservé. Donc, il faut les avoir à l'esprit. Et nous, en tant que cardiologue, on essaie d'y penser à chaque fois systématiquement pour pouvoir traiter ça si besoin était. On recherche et on traite les comorbidités. On en a déjà bien parlé. Et ensuite, toujours la réadaptation, et puis le bilan pré-greffe si jamais ça s'y prête. Alors, l'amylose, je dis quand même un petit mot sur l'amylose, mais parce que nous, on y pense de plus en plus, et vous voyez peut-être dans nos courriers qu'on y pense de plus en plus, qu'on en fait de plus en plus diagnostic, et vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que cette maladie. Trois raisons pour lesquelles on y pense de plus en plus. La première, c'est que finalement, c'est pas si rare. On considère que c'est à peu près 10% des insuffisances cardiaques, donc vous voyez bien compte que ça représente quand même une bonne partie d'insuffisance cardiaque, surtout lorsque l'on vieillit, surtout lorsqu'on a un rétrécissement aortique. On se rend compte que l'amylose à transthyrétine est finalement présente beaucoup plus souvent que ce qu'on pensait. On dispose maintenant d'un excellent examen de dépistage, qui est la scintigraphie osseuse au biphosphonate, qui est très sensible et très spécifique. On va voir ça juste après. Donc on a un très bon examen qui permet de dépister, et en plus maintenant on a un traitement. Donc c'est pour ça qu'on y pense. On doit y penser parce qu'on peut le dépister et on peut le traiter. En un mot, l'amylose à transthyrétine, il y a deux grands types d'amylose, la forme AL et la forme à transthyrétine. La plus fréquente et de loin, c'est la transthyrétine. La transthyrétine, en fait, c'est la préalbumine. C'est la même chose. Mais là, on l'appelle la transthyrétine, mais c'est la même chose que la préalbumine. Elle est sécrétée par le foie. Il faut imaginer que la préalbumine, c'est comme un puzzle à 4 pièces. Ce puzzle à 4 pièces, il est fait pour fonctionner en étant complet avec les 4 pièces. C'est le tétramère de transthyrétine. C'est ce que vous avez ici, le tétramère de transthyrétine. Et normalement, il doit fonctionner dans cette situation-là. Et puis, pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'on a une mutation génétique, soit sur un effet du vieillissement, ce tétramère, il va se disloquer et ça va faire des monomères. Chaque pièce va être un peu libérée, mais malheureusement, une fois que la pièce est libérée, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas où aller. Et la seule chose qu'elle peut faire, c'est ils s'associent entre elles, vous voyez, elles se réassocient, mais d'une manière pas adaptée. Ça se réassocie sous la forme de fibrillamyloïdes. Et ces fibrillamyloïdes, c'est pareil, ils ne savent pas où aller, et donc ils vont aller infiltrer la matrice extracellulaire des différents organes. Donc sous l'effet d'une dislocation, soit génétique, soit par le vieillissement, vous voyez que vous allez avoir des fibrillamyloïdes qui vont complètement déstructurer l'architecture des tissus, que ce soit le cœur, que ce soit le rein, que ce soit le foie, que ce soit les nerfs. Ça va déstructurer tout un ensemble du système. Là où c'est important, c'est que ce nouveau médicament, le tafamidis, il va agir au niveau de la dislocation. En fait, il va stabiliser le tétramère. Il va éviter que ce tétramère, il se disloque. Et donc, on va considérablement ralentir la progression de la maladie, puisque vous n'allez plus avoir de nouvelles formations de monomères de transthyrétine. C'est une maladie qui peut tout donner, qui peut donner plein de choses. Ça peut donner des ruptures des tendons bicipitaux, des canaux lombaires étroits, de l'insuffisance rénale bien sûr, de l'insuffisance cardiaque, des néphropathies, des neuropathies. Il faut imaginer que le tétramère, que ces fibrillamyloïdes, ils vont infiltrer beaucoup d'organes. On peut rechercher des signes. Alors, on a deux signes cliniques qui sont assez spécifiques, mais qui sont tardifs malheureusement. C'est la macroglossie, donc une grosse langue, et puis les ecchymoses périorbitaires, qui traduisent une fragilisation des vaisseaux. Ça, c'est assez tardif. Et puis un syndrome, par contre, qui est plus précoce, mais qui est moins sensible, qui est moins spécifique, c'est le canal carpien, surtout lorsqu'il est bilatéral. Ça correspond tout simplement en fait à l'infiltration du canal carpien par les fibrillamyloïdes. Bon. Donc maintenant, ce qu'on a, et ce qui a révolutionné la prise en charge, c'est ce fameux examen, c'est la scintigraphie osseuse au biphosphonate. Donc avant, on demande toujours cet examen pour la recherche de l'ostéoporose, c'est toujours ça. Sauf que là, vous voyez que vous avez, en fonction, on ne sait pas tellement pourquoi, mais lorsque le cœur est infiltré par les fibrillamyloïdes, la cellule myocardique devient très avide de ce fameux traceur, du DPD ou du HMDP qui est utilisé. Et donc, vous allez avoir la silhouette du cœur qui se dessine. Vous voyez, 0, il n'y a pas du tout de fixation. 1, à peine. 2, fixation intense. Et 3, fixation très intense. Vous voyez là, on voit vraiment le cœur à l'intérieur
de l'organisme, alors que normalement, on n'est pas du tout censé voir le cœur lorsqu'on injecte le DPD ou le HMDP. Pas du tout. On doit avoir 0, d'accord? On ne doit pas du tout voir le cœur. Et en cas d'amylose, et on ne sait pas encore très bien pourquoi, mais il y a sûrement quelque chose dans le processus métabolique du calcium, et ben en cas d'amylose, le cœur fixe de manière intense et de manière très avide le traceur. Au départ, on ne savait pas ce que c'était, puis maintenant on sait qu'en fait, ça, c'est de l'amylose. Et cet examen, il est tellement bien, il est tellement sensible, il est tellement spécifique qu'on n'a plus besoin de faire de biopsie. On a une scintigraphie, on élimine une forme à L en dosant les chaînes légères kappa, lambda, l'électrophorèse des protéines sériques et urinaires, et à partir de ce moment-là, on est sûr que notre patient il a une amylose à transthyrétine. Vous voyez que c'est quand même un examen qui est vraiment bien. On n'a plus besoin de faire la biopsie des grandes salivaires, de la biopsie de la graisse périombilicale, de la graisse rectale. Cet examen-là va suffire. Et donc maintenant, basé sur cet examen-là, on a pu développer un médicament qui s'appelle le tafamidis. Et donc vous voyez que ça a été publié en 2018 dans le New England Journal of Medicine et qui a montré des choses fabuleuses, qui a montré que lorsqu'on mettait ce médicament-là en cas d'insuffisance cardiaque, eh bien on mourait moins, on avait moins de mortalité lorsqu'on traitait les gens qui ont une amylose à transthyrétine et que l'on traite par tafamidis. Le tafamidis, il va donc stabiliser le tétramère de transthyrétine et éviter la formation de nouveaux monomères. D'accord? Donc les gens vont mieux, les gens sont moins essoufflés, ils font moins d'insuffisance cardiaque et ils meurent moins. Donc voilà, ça c'était ce petit mot sur l'amylose, parce que je pense que c'était important que vous l'ayez, parce que nous on en parle de plus en plus. Donc lorsque les gens sont hospitalisés pour insuffisance cardiaque, finalement l'histoire elle commence. Elle s'arrête pas lorsque les gens ils rentrent à domicile, l'histoire elle va commencer lorsque les gens vont rentrer à domicile, ils ont fait l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et puis là, c'est à nous de jouer, c'est à vous de jouer, tout le monde doit œuvrer ensemble pour éviter que le patient il refasse de l'insuffisance cardiaque et pour éviter que la maladie progresse. Donc maintenant, ce que l'on a, on va en reparler un tout petit peu après aussi, c'est la télécardiologie. C'est un outil qui est vraiment, qui se développe beaucoup plus. On va surveiller les gens un peu à distance. C'est-à-dire qu'on va leur donner une balance connectée. Ils vont pouvoir se peser tous les jours. Et puis nous, on va surveiller ce poids. Parce que vous savez que le poids, c'est un outil important. Lorsqu'on fait l'insuffisance cardiaque, on prend du poids. D'accord? On a des œdèmes, on prend du poids. Et donc, on va pouvoir surveiller cette prise de poids, si jamais elle arrive, à distance. Et puis interroger sur est-ce que c'est pas l'insuffisance cardiaque? Donc on met ça, lorsque les gens, le dernier jour de l'hospitalisation, on leur remet tous les outils connectés. Et puis après, donc il y a cette consultation à J7 avec le médecin traitant, avec vous, et puis la consultation à 1 mois avec le cardiologue. Cette consultation à J7, elle est importante, elle est vraiment, elle est fondamentale. Il faut vérifier que le patient, il ait bien eu conscience, il ait bien eu l'information, il fait l'insuffisance cardiaque, ok, qu'il observe, qu'il ait bien compris qu'il fallait prendre les médicaments, qu'il tolère bien les médicaments. La tolérance, c'est très important. Qu'il fasse pas d'hypotension artérielle. On peut faire l'hypotension orthostatique, donc on va devoir le rechercher. Que le domicile était adapté, c'est-à-dire qu'il n'ait pas la chambre au 3e étage, parce que sinon, forcément, avec l'insuffisance cardiaque, il va pas arriver à monter les escaliers. C'est des choses simples, mais on essaie de faire attention aussi à l'hôpital, mais voilà. La fonction rénale, parce que tous les médicaments qu'on utilise pour le cœur, ils ont souvent un effet sur le rein, et donc il faut surveiller tout ça. Nous, à 1 mois, on fait une consultation. On s'est rendu compte que cette consultation était tellement complexe qu'on l'a développée maintenant sous la forme d'un hôpital de jour où on va rechercher pas mal de choses. On va réévaluer la clinique, bien sûr, comme vous le faites dans votre cabinet. Et puis, on va en même temps adapter le traitement. Donc, incrémenter le traitement en cas d'FEVG basse, modifier le traitement diurétique si besoin. On va refaire de l'éducation thérapeutique. Ça, c'est vraiment un outil, on pourrait y passer toute une soirée dédiée, mais c'est vraiment un outil qu'on développe de plus en plus, comme le diabète, comme une maladie chronique, pour sensibiliser les gens à l'insuffisance cardiaque, aux médicaments qu'ils prennent, aux signes qui doivent arriver. Enfin, je vais vous montrer juste 1 ou 2 plaques là-dessus. Il revoit notre diététicienne pour rappeler les bonnes mesures d'une hygiène alimentaire, le régime hyposodé. L'activité physique adaptée, c'est pas encore mis en place, mais l'idée, c'est de leur dire qu'avec un cœur malade, on peut faire du sport, on peut bouger. Et puis, on leur perfuse de faire un inject s'il y a besoin. Et on refait l'échographie, bien sûr. Ça, c'est le genre de documentation qu'on donne. Lorsque les gens sont hospitalisés pour l'insuffisance cardiaque, on leur donne de la documentation. Voilà, on met un mot sur ce qu'ils ont. On leur donne des brochures pour que tout ça soit écrit aussi, avec des petites images. Ça, c'est l'éducation thérapeutique. On leur fait un PowerPoint pendant 10-15 minutes où on leur explique le fonctionnement du cœur, comment les signes de l'insuffisance cardiaque, les traitements qu'on met en place. Donc, on passe un temps avec ça auprès d'eux. Pour qu'ils puissent poser des questions également. On leur explique les signes de l'insuffisance cardiaque, les signes EPOF, E comme essoufflement, P comme prise de poids, O comme œdème, F comme fatigue. Ce sont ces signes-là qui doivent nous alerter sur éventuellement une récidive de l'insuffisance cardiaque. Et ce sont ces signes-là que d'ailleurs on va suivre en consultation.
Voilà, si vous avez ces signes-là, il faut appeler le médecin traitant ou le cardiologue traitant, on leur dit ça. Et il faudra probablement majorer de l'Azilix. Il faut vraiment intégrer le patient. Il faut que vraiment, on a plus cette vision de la médecine descendante où tout le savoir il est par les médecins. Non, non, il faut vraiment déléguer le savoir le plus possible et que le patient il connaisse le plus de choses possible sur la maladie pour qu'il soit acteur autant que nous dans la prise en charge. La surveillance d'un patient qui a de l'insuffisance cardiaque, elle est pas si compliquée, hein. Ce sont ces fameux signes EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue qu'il faut demander à chaque consultation. Vérifier la tolérance et l'observance du traitement. L'hypotension orthostatique, on essaie de le faire systématiquement, surtout lorsque les gens sont âgés. On va mettre des bêta-bloquants, on va mettre des IEC, on va mettre potentiellement de l'aldactone. Tout ça fait baisser la tension chez le sujet âgé. Le système d'adaptation de la tension, vous savez qu'il est un peu plus défaillant. Et donc, l'hypotension orthostatique, ça peut être aussi dangereux. Ils peuvent chuter, ils peuvent se blesser. Et donc, s'il y a une hypotension orthostatique, on peut être amené à revoir à la baisse le médicament pour pas que les patients se mettent en danger. Le BNP, on essaie de le faire systématiquement avant les consultations, au moins tous les 3 mois, 6 mois, 12 mois, ça dépend de la stabilité de la cardiopathie. Mais il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce qu'encore une fois, un BNP qui descend, moi, un patient qui vient me voir en consultation et qui arrive avec un BNP à 50, globalement, je sais que la consultation elle va bien se passer. S'il arrive avec un BNP qui est à 1000, je sais qu'il va falloir être beaucoup plus vigilant qui va être il va falloir probablement adapter les choses, adapter les traitements, peut-être monter de l'Azilix, adapter le traitement de fond, mais en tout cas, on est beaucoup plus vigilant. Donc c'est vraiment un marqueur qui est important. La télécardiologie, c'est quelque chose qui se développe beaucoup maintenant, donc c'est surtout depuis ces 2 dernières années. On essaie d'inclure tous les patients qui font de l'insuffisance cardiaque. Alors il faut quand même qu'il y ait un minimum, il faut qu'ils soient capables de se peser, il faut qu'ils soient capables de comprendre. Donc c'est sûr que les patients qui sont déments ou qui sont gravataires, on ne va pas leur proposer une solution de télécardiologie. Mais c'est pas non plus, enfin voilà, ça concerne une minorité de patients. Donc pour tous les autres, on essaye de penser à ça et d'inclure. On a différents prestataires, Newcard, Implicity. L'idée étant de leur remettre, vous voyez, c'est une balance, ils la branchent simplement chez eux, ils vont se peser comme ils se peseraient sur leur balance, et nous, on a automatiquement le poids qui va apparaître sur notre base de données. Nous, on se connecte, vous voyez que tous les patients vont ensuite vont être suivis, on se connecte tous les jours, et puis on va avoir les alertes des différents patients. Là, par exemple, vous voyez, on a la surveillance du poids d'un patient. Donc là, on voit que le poids il reste très stable, donc c'est une bonne chose. Ils vont répondre aussi à des questionnaires, savoir est-ce qu'ils sont plus essoufflés, est-ce qu'ils ont pris du poids, est-ce qu'ils sont plus fatigués. Et puis en fonction, il y a des algorithmes qui se mettent en place pour savoir si, attention, est-ce qu'il fait l'insuffisance cardiaque ou est-ce que finalement les choses sont stables. Donc tout ça, ça se met bien en place. L'idée à chaque fois de ça, l'idée étant d'éviter que les gens soient réhospitalisés pour l'insuffisance cardiaque. Lorsqu'ils sont hospitalisés pour l'insuffisance cardiaque, le risque, c'est qu'ils reviennent dans les 3 mois ou dans les 6 mois à l'hôpital. Et on sait que l'hôpital, c'est toujours des tournants dans la maladie. Les gens vont rester longtemps à l'hôpital, ils vont perdre du muscle, ils peuvent faire des complications nosocomiales. Et donc on veut à tout prix éviter que les gens ils reviennent à l'hôpital. Et donc cet outil-là de télécardio, il a été designé, il a été développé pour éviter que les gens reviennent à l'hôpital et pour maintenir le plus possible la prise en charge ambulatoire. Donc avec vous et avec nous, mais c'est vraiment un outil qui est important. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Il faut retenir cette nouvelle nomenclature de FEVG à moins de 40%. 40 à 50, c'est modérément altéré, plus de 50%. La place, ils sont arrivés rapidement, ces médicaments, et de manière très forte, hein, les inhibiteurs des SGLT2, dapagliflozine, empagliflozine, c'est le Forxiga et Jardiance. Ils sont arrivés de manière très récente et de manière vraiment un peu fracassante parce que d'emblée avec des études de très haut niveau de preuve, et donc ils ont un peu bousculé les codes dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altéré surtout, et les patients diabétiques avec HFNEF. Les amyloses, on en a bien parlé, on les diagnostique beaucoup plus et on les traite maintenant avec le tafamidis. La place de la télécardiologie qui est grandissante et que l'on met en place pour avoir un œil sur nos patients, même lorsqu'ils ne sont pas à l'hôpital. Et puis ce maillage de l'hôpital qui est fondamental et qu'il faut vraiment développer pour qu'on soit en concertation, pour que vous ayez aussi, pour que vous nous connaissiez, que vous ayez un adressage facile, que vous ayez un lien avec nous facile. Si vous avez une question, un patient qui va moins bien, ou vous ne savez pas trop comment le gérer, il faut que ce lien, ce dialogue que l'on ait, il soit fluide, il soit facile pour qu'il n'y ait pas de perte de chance pour nos patients. Je vous ai mis quelques images d'échographie pour que vous voyez, que vous représentiez ce que c'est. À gauche, c'est une échographie qui est normale, et puis à droite, c'est une amylose. Donc vous voyez que l'amylose, je vous ai parlé d'infiltration, d'épaississement. Vous voyez vraiment que le septum, c'est cette paroi qui est ici, et puis la paroi postérieure qui est là. Vous voyez à quel point elle est beaucoup plus épaisse que chez quelqu'un de normal. Il est vraiment infiltré, il est comme si vraiment il était complètement engainé à cause de cette infiltration par la transthyrétine.
Là, vous voyez encore l'infiltration importante. Là, c'est quelque chose de normal. Vous avez un septum et puis une paroi qui sont globalement fines. Et puis, vous voyez ici à quel point c'est épais, à quel point le cœur, il est vraiment infiltré par ces monomères, par ces fibrilles amyloïdes. Il est complètement infiltré. L'oreillette gauche ici, elle est complètement atone. Elle aussi, elle est infiltrée, elle bouge plus. On a un fort risque de fibrillation atriale, fort risque d'accident vasculaire cérébral. Le tissu conductif qui est dans le cœur, eh ben, il a un fort risque d'altérer. Donc, souvent, les amyloses, ils ont des pacemakers. Donc vraiment, l'amylose, c'est une maladie qui va donner beaucoup de complications et donc il faut la dépister. Ça, c'est une cardiopathie dilatée hypokinétique. Vous voyez que le cœur, il est plus gros et puis il se contracte moins bien qu'un cœur normal. Donc là, typiquement, c'est des patients que l'on va traiter par bêta-bloquant, IEC, aldactone et puis dapagliflozine ou empagliflozine. Là, c'est un exemple de fuite mitrale sévère. Vous voyez, la valve mitrale ici, là, elle est très restreinte, elle a du mal à se fermer complètement. Normalement, le point de coaptation, il doit se faire au niveau de l'anneau mitral, alors que là, il se fait très haut. Hein, le ventricule gauche est ici, l'oreillette gauche est là. Hein. Donc là, le point de coaptation se fait très haut. Et puis, on a ici ce flux, là, ce gros flux bleu et jaune qui redescend vers l'oreillette, vous voyez, qui descend vers le bas comme ça. C'est une énorme fuite mitrale. Et donc ça, ce sont des patients que l'on peut proposer ensuite au chirurgien pour réparer la fuite mitrale. Pour éviter qu'il refasse de l'insuffisance cardiaque ensuite. Peut-être pour vous donner un exemple de rétrécissement aortique, là à gauche vous avez la valve aortique, vous voyez, on a presque ce signe Mercedes, elle a les trois feuillets, les trois cusps de la valve aortique qui sont là. Vous voyez que là, ici c'est normal, les valves sont fines, ça s'ouvre bien. Et puis à côté, vous avez une valve là qui est calcifiée, qui est épaissie, vous voyez du blanc, là le blanc c'est du calcaire, c'est vraiment des plaques calcaires. Là, vous avez la même chose ici, une valve normale là, qui est fine et qui s'ouvre bien. C'est la valve aortique qui est là entre le ventricule et l'aorte. Et de l'autre côté, vous avez là une barre calcaire entre le ventricule et l'aorte. Vous voyez cette barre là, qui va barrer la route. Donc là, typiquement, lorsqu'on a quelqu'un qui vient pour l'insuffisance cardiaque et puis qui a une valve comme ça, et chez qui on peut montrer qu'il y a un rétrécissement aortique serré, il faut aller changer la valve. Et donc c'est soit un TAVI en passant de manière percutanée, soit on ouvre le thorax et puis on change la valve. Ça dépend un peu du profil du patient. Voilà, je vous remercie. Moi, je suis vraiment disponible. Vous avez mon adresse mail que je vous ai noté là, que vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez m'envoyer des mails. Je fonctionne beaucoup comme ça. Je fais également beaucoup d'hypertension artérielle. Je donne mon mail aux patients pour gérer l'hypertension artérielle avec les automesures tensionnelles. Donc, vous pouvez m'envoyer des mails. J'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. J'ai mis le numéro de téléphone direct également à Saint-Vincent et à Saint-Philibert. Si vous êtes embêté avec un patient que vous avez besoin d'avoir un avis rapide, on peut vous répondre à ces deux numéros. Voilà, on est très disponible et puis on sera toujours heureux de travailler avec vous. Merci beaucoup, Ludovic. Oui, il y a le diapo d'après. Voilà, ok, merci beaucoup, un grand merci. Alors, les questions, elles sont là. Alors, s'il y a une hypotension orthostatique, quel traitement de la quadrithérapie faut-il modifier? Ah ça c'est compliqué. Catherine, elle ne pose pas des questions simples. Hein. Effectivement, lorsqu'on a une hypotension orthostatique, surtout si l'hypotension orthostatique est symptomatique, c'est-à-dire que si le patient il vous dit que quand il se lève, ça tourne un peu, surtout s'il est âgé, là, il faut vraiment revoir le traitement à la baisse parce que l'hypotension orthostatique, ça va plus tuer que son insuffisance cardiaque. Et donc, alors, le traitement hypotenseur, le plus hypotenseur, c'est vraiment l'Entresto. C'est vraiment un traitement qui est très hypotenseur. Donc, s'il a ça, il faut le revoir à la baisse. Donc, soit il avait une dose élevée, on diminue de moitié, soit il avait déjà une petite dose et il faut l'arrêter. Et sinon, pour les autres médicaments, le plus hypotenseur, ça va peut-être être plutôt les IEC, ensuite l'aldactone et ensuite les bêta-bloquants. Donc en fait, ça serait plutôt dans cet ordre-là. IEC, puis aldactone, puis bêta-bloquant, en essayant de baisser la dose, baisser de moitié d'abord, et ensuite, s'il y a toujours, l'enlever complètement. Voilà. Après, là encore, il n'y a pas de science exacte, c'est un peu, on fait un peu comme on peut. L'essentiel étant effectivement de l'avoir recherché, et ensuite d'avoir fait une action, d'avoir diminué de moitié n'importe lequel, ça sera déjà une bonne action pour la prise en charge. Ok, merci Ludo. Alors, d'autres questions. C'est vrai, vous ici, apparemment, vous parlez beaucoup de BNP. Ouais. Nous, en ville, on a le NT-proBNP. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, quand le patient il sort de chez toi avec un BNP à 400-500, nous, en ville, on demande le BNP, on a le NT-proBNP. Dans ce cas-là, quelle comparaison? Sur quoi qu'on va se baser? Comment on va se fier?
C'est une bonne question, hein. Effectivement, au GHICL, on a le BNP en première intention. Dans d'autres établissements, c'est pas forcément le BNP, c'est plutôt le NT Pro BNP. En ville, c'est beaucoup le NT Pro BNP qui est réalisé. Le BNP, il est plus spécifique, et c'est pour ça qu'il est utilisé ici. Mais le NT Pro BNP, c'est très bien. En gros, c'est compliqué de faire un rapport entre BNP et NT Pro BNP. C'est compliqué de se dire, il a un BNP à 400. Là, je vais faire un NT Pro BNP, il a 1200. C'est pareil, c'est pas pareil, c'est pas évident. Globalement, il y a un espèce de. On sait que le NT Pro BNP, il est x3 ou x4 par rapport au BNP. Mais l'équivalent, c'est pas simple. En fait, le mieux, c'est qu'une fois qu'il rentre en ville et qu'il a son laboratoire, qui va doser le NT Pro BNP, bah, ça va nous servir de nouvelles références. Le NT Pro BNP, il va servir de nouvelles références. Et puis ensuite, pour le suivi, eh ben, on va se référer par rapport à ce NT Pro BNP de son laboratoire et puis plus spécialement à notre BNP. Il vaut mieux garder le suivi par un seul marqueur plutôt que d'alterner un BNP chez nous et un NT Pro BNP en ville, parce que ça n'a pas de sens, c'est trop compliqué de les comparer. Oui, mais en ville, ils font pas de BNP. Bah ouais. Donc, il faut se baser par rapport au NT Pro BNP qui a été réalisé lorsque le patient revient en D'accord. ville. Et ensuite, tous les 3 mois, il fait son NT Pro BNP en ville au même endroit, et puis voilà. Ok, merci bien. Alors, si majoration des diurétiques, quel délai pour doser le BNP ou le NT Pro BNP? Alors, globalement, il faut se laisser toujours une inertie d'à peu près 1 mois entre une modification de traitement et puis le BNP. Voilà, en sachant que du coup, le BNP, il a une valeur en aigu lorsqu'on va moins bien et lorsqu'on se pose une question. Et puis ensuite, il a une valeur à l'état basal, mais après, les sujets insuffisants cardiaques qui sont stabilisés, qui vont bien, l'idée, c'est de leur doser le BNP ou le NT Pro BNP une fois par an. Mais une fois qu'ils vont bien et qu'on a déjà eu un BNP ou un NT Pro BNP à l'état basal, ça sert à rien de le faire tous les 3 à 6 mois. On sait que ça va pas tellement bouger. Voilà. Alors, la question qui suit, le BNP Pro BNP, c'est un outil de diagnostic. Ouais. C'est pas un outil de suivi. Si, c'est un outil de suivi. C'est un outil de suivi. Et ce que je disais, on le fait avant chaque consultation de cardiologie, mais globalement, les consultes de cardiologie, elles sont au prorata de la gravité de la cardiopathie. Quelqu'un qui va mal, on va le voir en consultation tous les 3 mois à peu près, au moins 4 fois par an. Et à chaque fois, on va doser le BNP juste avant pour voir comment il évolue. C'est vraiment un marqueur de suivi et de pronostic. Comme je disais, si on a un NT Pro BNP, on va parler en NT Pro BNP. Si on a un NT Pro BNP qui est à 5000, donc qui est élevé, on le revoit 3 mois après, il est toujours à 5000, il est élevé, on sait que c'est quelqu'un qui reste grave, qu'on n'a pas réussi à prendre en charge comme il faut. Et donc, c'est des gens, en fait, il va servir pour le suivi parce que garder un NT Pro BNP à 5000, c'est pas quelqu'un qu'il faut voir une fois par an. On sait que c'est quelqu'un qui va être plus grave, qui va faire plus d'hospitalisation, qui va faire plus de décompensation. Et donc, c'est vraiment un outil de suivi parce qu'en sachant qu'il a 5000, il faut que je le revoie au moins tous les 3 à 6 mois, plutôt 3 mois, parce que peut-être j'ai plus de risques que ce patient-là, il redécompense. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Par contre, après, si son NT Pro BNP, il est repassé à 300, on va se dire, franchement, c'est de bon augure. Ce patient-là, probablement que je peux espacer le suivi à 6 mois à 1 an pour le cardiologue, médecin traitant plutôt tous les 6 mois, parce que voilà, les marqueurs sont meilleurs. Donc, c'est un outil de suivi. Hein. Parfait. Alors, nous, médecins généralistes, est-ce que le généraliste peut introduire un traitement par Forxiga chez un patient insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ou obligation initiation par un cardiologue? Alors, c'est une bonne question. Je pense que le médecin traitant, maintenant, il peut introduire le traitement par Forxiga lorsque la FEVG est altérée parce que le niveau de recommandation il est élevé, que ça a été c'est remboursé. C'est pas une première prescription hospitalière? Non, c'est pas une première prescription hospitalière. Nous, on peut le prescrire en consultation. Est-ce que le médecin traitant peut le prescrire? Comme ça me choque pas. Après, c'est vrai que dans la FEVG altérée, c'est quand même très souvent le cardiologue qui est à l'initiation de tous les médicaments parce que c'est quand même une cardiopathie quand même spécifique de la cardiologie où on va amener des prises en charge, que ce soit par la choro, que ce soit par le défibrillateur, que ce soit par la resynchronisation, que ce soit par ces médicaments-là. Très souvent, quand même en pratique, c'est le cardiologue qui va initier les médicaments de l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée. D'accord. Donc finalement, je pense que le problème se posera pas tellement. Parce que dans tous les cas, dès que la fraction d'éjection elle est altérée en 1, c'est le cardiologue qui va faire l'échographie, c'est lui qui va trouver l'altération, il va initier. C'est pour ça. C'est l'initiation, Et même la titration, ça va être très souvent le cardiologue quand même. On essaie de le faire, de le faire nous parce que c'est quand même
voilà, il y a pas mal de entre la tolérance, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, c'est souvent D'accord. c'est le cardiologue qui fait les Ok, titrations. merci bien. Le généraliste a-t-il Mm. intérêt à développer le matériel cardio connecté à son cabinet? Balance, tension, SAS, Holter, voilà, des Alors, choses c'est où il n'y a pas vraiment d'intérêt. c'est tellement compliqué à mettre en place que je pense que c'est déjà nous qui disposons d'une structure, qui disposons de ressources humaines en termes d'infirmières formées, en termes de techniques, en termes de plateformes. euh, déjà, ça amène beaucoup d'organisation, ça amène une grande réflexion, c'est compliqué à mettre en place et à poursuivre. Je pense que pour la médecine générale, ces outils-là sont trop compliqués à mettre en place et que c'est du ressort plutôt du service de la spécialité, quoi. Mm. D'accord. Alors, revenons à la thérapeutique. Si le patient est stable Mm. et qu'il va bien, Mm. faut-il arrêter et quand les diurétiques? Très bonne question. Alors, les diurétiques, ils sont globalement, quelqu'un qui a fait l'insuffisance cardiaque, on va toujours essayer de garder au moins le minimum de la dose qui est l'Azilix 20 mg, parce que ça sert un peu, le Lazilix 20 mg, il permet de se dire que, si vous voulez, il fait un espèce de petit rappel en disant que ce patient, attention, s'il a du Lazilix, c'est qu'il a quand même fait l'insuffisance cardiaque. Si vous voulez, l'insuffisance cardiaque, dans la grande majorité des cas, malheureusement, on va pas arriver à guérir définitivement les gens, et ils vont être à risque de refaire l'insuffisance cardiaque. Alors, il y a des cas de l'insuffisance cardiaque réversible, par exemple, quelqu'un dont on sait que c'était de l'arythmie, qui a occasionné l'insuffisance cardiaque, et donc il a eu besoin du Lazilix, et puis on a traité l'arythmie parce qu'on a fait une ablation, il ne refera plus jamais d'arythmie. Ben effectivement, ce patient-là, on sait que l'insuffisance cardiaque était réversible, il y a eu un facteur qui a été clairement identifié, on a corrigé le facteur de manière certaine, et ben effectivement, ce patient-là, par la suite, il a normalisé la fraction d'éjection, il n'aura plus besoin de Lazilix, on pourra l'arrêter. Mais, par exemple, typiquement la HFNEF, on sait qu'on ne va pas arriver à guérir une HFNF, une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, qui sont quand même la grande majorité des insuffisances cardiaques. Ces gens-là, ils vont toujours garder une dose de Lazilix résiduelle. Et s'ils ont besoin, par exemple, de 60 mg de Lazilix, même s'ils sont en échographie plutôt euvolémiques, cliniquement ils sont euvolémiques, on va se dire que ils ont besoin des 60 mg par jour voilà, ils ont besoin de leurs 60 mg par jour pour être euvolémiques. Donc lorsqu'ils sont stabilisés, soit ils font l'insuffisance rénale, ou soit ils ont des signes de déshydratation, et dans ce cas-là, bien sûr, il faut revoir le diurétique à la baisse, mais le plus souvent, cette dose de diurétique, ça va rester un traitement de fond, quoi. D'accord. Alors, en cas de Par contre, gynécomastie, juste une question, pour juste une petite précision encore est-ce qu'il faut arrêter le traitement de l'insuffisance cardiaque lorsque quelqu'un a fait une insuffisance cardiaque à FEVG altérée, que l'on a traité par bêta-bloquant, IEC, anti-aldostérone, voire Forxiga, inhibiteur du SGLT2, et qui ont normalisé la fraction d'éjection. Ils ont eu une FE basse, on a mis en place un traitement, ils ont normalisé la fraction d'éjection. On a envie d'arrêter les médicaments, mais on sait qu'il ne faut pas. On sait qu'il faut laisser les médicaments d'insuffisance cardiaque pour éviter que ça puisse revenir. Parce que si on les arrête, on s'est bien rendu compte que malheureusement la maladie peut repartir et ils peuvent redégrader la fraction d'éjection. Donc, même si la FEVG s'est normalisée, il faut laisser ce traitement en fond. il faut de leur laisser un petit fond de Lazilix. Ouais. Et de bêta-bloquant, IEC, Bien sûr, anti-aldostérone. bien sûr, bien sûr. Alors, une question en cas de gynécomastie sous aldactone. Ouais. Y a-t-il une alternative? Alors, la gynécomastie sous aldactone, elle survient, donc elle est problématique surtout chez l'homme. Et c'est un effet secondaire qui est à la fois dose et durée dépendant. C'est-à-dire que plus on va laisser le traitement par aldactone et plus la dose va être importante, et puis plus on va se plaindre de gynécomastie, et puis il y a les autres signes également, de la dysfonction érectile, même des troubles de la libido, une impuissance. Bon, donc c'est vrai que chez l'homme, l'aldactone, c'est un traitement qui peut avoir des complications. Globalement, 12,5 mg d'aldactone, ça va à peu près. À partir de 25, voire 50 chez l'homme, ça peut poser problème. Si ça pose problème, c'est toujours un peu la balance bénéfice-risque, quoi. Si ça pose problème, soit on peut baisser la dose de l'aldactone, qui peut vraiment suffire parfois à inverser les choses, soit ça pose trop de problèmes, et dans ce cas-là, on peut switcher l'aldactone par de l'Inspra, c'est l'éplérénone, qui n'a pas les effets secondaires anti-androgéniques, et donc clairement, on peut mettre de l'Inspra à la place, en dose pour dose, l'éplérénone à la place de l'aldactone. La gynécomastie, par contre, une fois qu'elle est installée, malheureusement, c'est une espèce de
de tissu fibreux qui s'est installé, c'est dur à réverser. Même si on a changé le traitement, cette gynécomastie, elle peut être dure à réverser après l'arrêt du traitement, quoi. On peut être amené jusqu'à opérer les tu as gynécomasties, hein. répondu, tu as anticipé la réponse Mm. avec l'INSPRA. Donc Alors, la l'INSPRA, réponse, alors la l'INSPRA, place de l'INSPRA. ouais, alors la place de l'INSPRA, on peut la donner en première intention après. Alors l'indication, c'est assez particulier parce que vu que ça coûte 3 fois plus cher que l'aldactone, bah, il faut être un peu l'assurance santé est un peu tatillon sur les indications et si on a un contrôle, il faut quand même être dans les clous. La première indication de l'INSPRA, c'est la FEVG altérée dans le post-infarctus. On a le droit de mettre de l'INSPRA en première intention sans être passé par l'aldactone. Par contre, pour le reste, que ça soit l'hyperaldostéronisme primaire ou que ça soit l'insuffisance cardiaque FEVG altérée, il faut commencer par l'aldactone, montrer qu'on a eu un effet secondaire indésirable et ensuite passer en INSPRA pour, enfin voilà. Et là, on pourra l'utiliser en étant dans les clous et sans avoir de reproche de l'assurance maladie. Merci bien. Alors, en cas de forte chaleur l'été, faut-il d'une manière préventive diminuer le diurétique? Alors, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Et que des Là bonnes encore, questions, c'est hein. un peu du, mais oui, oui. Là encore, c'est un petit peu du cas par cas. On va dire que c'est plutôt du bon sens et effectivement, on peut être amené. Alors, il faut vraiment quand même avoir une forte chaleur, il faut que ça soit presque canicule quand même, parce que. Mais oui, je pense que en cas de forte chaleur, surtout chez quelqu'un d'âgé, c'est une bonne idée de diminuer la dose de l'Azilix. Alors après, vous voyez, on diminue de combien? 60, on peut passer à 40, 80, on passe à 60. C'est un peu, c'est pas évident quand même, hein, vous voyez, c'est un peu, c'est un peu à l'appréciation au cas par cas parce que ça dépend aussi beaucoup. Si vous avez quelqu'un qui a une cardiopathie qui est sévère et qui est maintenu à flot avec l'Azilix 250 x 2, bon, alors il y a une forte chaleur, mais est-ce qu'il faut baisser sa dose au prix avec le risque d'insuffisance cardiaque? C'est toujours un peu c'est quand même une décision qui est pas évidente. On va avoir envie de baisser, d'autant plus qu'il a la bouche sèche, d'autant plus qu'il peut avoir de plus en plus soif, d'autant plus que, je sais pas, qu'il fasse vraiment très chaud et on se dit, bon, bah là, évidemment, je vais essayer de baisser, mais ce qui va être important, c'est de baisser la dose, mais toujours après de surveiller. C'est-à-dire qu'on peut faire une action, mais ce qui compte, c'est de la surveiller. Et de surveiller à la fois en revoyant les gens une semaine après pour vérifier qu'ils vont bien, et à la fois en faisant un dosage de la fonction rénale et du ionogramme sanguin pour voir comment les choses évoluent. Donc si on baisse la dose, voire même du BNP, hein, dans ce cas ça a du sens de faire un dosage du BNP, on baisse la dose du Lasix, on voit ce que ça donne sur la fonction rénale et le BNP, et puis et sur la clinique, et puis voilà, on adapte avec ça. Mais c'est une bonne question, mais franchement, c'est pas facile de donner une réponse unanime, quoi. Voilà, on peut baisser, on adapte avec le BNP, ouais, et on surveille. Et avec la fonction rénale, et puis Et on on surveille. surveille. Voilà. Ouais. D'accord. Et sous diurétique, on peut tolérer une insuffisance rénale jusqu'à combien? Alors, sous diurétique, on peut. Alors, on dit Combien toujours % par rapport à la fonction ouais, normale? c'est un peu comme les IEC, quoi. C'est jusqu'à 50%. C'est un peu comme les IEC. D'accord. Si on va, c'est-à-dire que si on a une créate à 12, bah 50%, ça fait 18. On peut aller jusqu'à 18. En sachant que c'est toujours le cœur qui va avoir la priorité sur le rein. D'accord. Et les néphrologues le disent bien également. Après voilà, il faut ne pas passer à côté non plus s'il y a une insuffisance rénale fonctionnelle, parce que la dose de l'Azilix est trop importante, bah, il faut savoir la diminuer. Le problème, c'est que parfois, on a des insuffisances rénales parce que le cœur est fatigué et qu'on va en avoir une espèce d'hypoperfusion rénale. Donc, c'est des situations qui sont vraiment compliquées, où le rein se met à souffrir parce que le cœur est défaillant. Et dans ce cas-là, on va mettre du Lasix et ça va améliorer la fonction rénale. Donc, c'est vraiment des situations. Et donc là, il faut laisser la bonne dose de Lasix. Donc, globalement, on peut tolérer à peu près 50% maximum d'augmentation de la fonction rénale après diurétique ou après mise en place des IEC. Ok, merci bien. À mon avis, on a épuisé toutes les questions. Tu as répondu brillamment. Alors, y a-t-il encore une dernière question avant de vous souhaiter une excellente soirée et remercier notre orateur? Non, il n'y a plus de questions. Eh ben, merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'au bout. Merci de m'avoir invité. Merci Ludovic de cette magnifique présentation. Et voilà, merci, et je vous rappelle le samedi 26 mars en présentiel à FC Santé, comme d'habitude. On vous donne rendez-vous le 26 mars. Il y aura une matinée chirurgie avec la visite des blocs opératoires de Saint-Philibert et les petits joujoux de nos amis chirurgiens et collègues. Voilà, un grand merci. Merci à tous. Excellente soirée. Merci, surtout merci à
aux gens que vous voyez pas ici devant vous, mais ils sont derrière. C'est le service com, c'est la logistique. C'est vraiment un grand merci à tous de la réussite de toutes ces soirées, ces webinaires. Un grand merci à tous et bonne soirée à tous. Merci Anne-Laure de couper.